annulé à un moment. Bonjour, donc je m'appelle effectivement Colin Fontaine. Je suis chercheur au CNRS et je travaille donc dans le même laboratoire qu'Emmanuel Porcher au Centre d'écologie et des sciences de la conservation au Muséum. Et donc je vais vous parler de changement climatique et de pollinisateurs. Alors, cette présentation, elle se base énormément sur des travaux qui ont été réalisés par un étudiant un doctorant, François Duchesne, qui a fait sa thèse donc, avec moi et une autre collègue et qui maintenant est en Suisse. Alors, dans cette présentation, je vais essayer je vais essayer de d'apporter des éléments de réponse à trois questions un peu provocatrices. La première qui me semble est quand même importante quand on parle des pollinisateurs, c'est de parler du déclin des pollinisateurs et de dire un petit peu qu'est-ce qu'on en sait et où est-ce qu'on en est. Euh, du coup, si on parle de déclin, j'ai mis un point d'interrogation, mais je passe quand même à la deuxième question qui sera à qui la faute. Essayer d'apporter des éléments de réponse là-dessus. Et puis parler un peu du coup du futur des pollinisateurs. Comment se projeter. Alors, les pollinisateurs, on en parle beaucoup dans les médias. On parle beaucoup de leur disparition dans les médias. Et quelquefois, on peut un peu se demander est-ce que c'est quelque chose de médiatique ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment bien avéré. Un point que je tiens à souligner, c'est que euh, le fait que les médias se saisissent de ce sujet, qui est quand même pas un sujet facile, hein, on parle d'insectes, les gens n'aiment pas tellement les insectes, la disparition des insectes, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et pourtant, c'est un sujet qui passionne les médias et qui, je pense, intéresse beaucoup de monde. C'est en grande partie grâce aux apiculteurs qui ont réussi à faire entendre qu'il y avait un problème avec l'abeille domestique. Donc ça, ça provient notamment du syndrome d'effondrement des colonies, qui a été mis en évidence, dont on a parlé principalement aux États-Unis au début, et qui montrait qu'on avait une disparition, un effondrement des colonies d'abeilles. Donc vous avez ici un graphique entre 1940 et je crois que c'est 2000, ça doit aller jusqu'à à peu près 2010, quelque chose comme ça, et on voit donc vraiment un effondrement du nombre de colonies d'abeilles domestiques aux États-Unis. Donc ça a permis, grâce à la mobilisation des apiculteurs, de faire de ce sujet un réel sujet de société. Alors, cet effondrement du nombre d'abeilles domestiques dans le monde, il faut un peu le relativiser parce que en fait, la situation est assez différente suivant les régions. Donc vous avez ici différentes graphiques. Donc en haut à gauche, c'est le même que celui que je vous montrais précédemment. Donc c'est les États-Unis. Juste à côté, c'est les pays de l'ex-URSS, où il y a aussi un effondrement. Mais on voit par exemple qu'en Chine ou en Argentine, on a une augmentation très forte du nombre de colonies d'abeilles domestiques. On voit qu'en Allemagne, ça se casse la figure et qu'en Espagne, ça augmente. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas un effondrement général, que ça dépend des endroits. Euh, il peut y avoir différentes choses qui se passent. Alors, je vais arrêter à partir de maintenant de parler d'abeilles domestiques, parce que moi je m'intéresse plutôt aux pollinisateurs sauvages. Et donc quand on voit ça, on peut se demander, alors fantastique de parler des pollinisateurs, l'abeille domestique est clairement un vecteur pour pouvoir en parler extrêmement puissant. Mais est-ce que l'abeille domestique est représentative du reste des pollinisateurs? Donc qui sont les pollinisateurs? Donc, sous nos latitudes, c'est principalement des insectes. Je ne parlerai pas des tropiques où on a des vertébrés, des chauves-souris, des oiseaux, etc. Mais je parlerai que de nos latitudes. Et donc, c'est principalement des insectes qui appartiennent à quatre ordres, quatre grands groupes d'insectes, que sont les diptères. Donc, vous avez ici différentes illustrations de diptères français, enfin qu'on retrouve en France plutôt. Diptères qui sont extrêmement nombreux à visiter les fleurs.
On estime à peu près le nombre d'espèces qui viennent butiner les fleurs entre 5 et 10 000 espèces de diptères en France. Vous avez bien évidemment les hyménoptères, dont fait partie l'abeille domestique. Alors là, en France encore, on parle d'environ 1000 espèces d'abeilles sauvages. Abeilles au sens large, hein, ça comprend les bourdons. Ensuite, vous avez les coléoptères, donc différents scarabées. Alors là, le nombre de coléoptères qui viennent se nourrir sur les fleurs, je n'ai pas d'estimation précise, mais je pense qu'on est au-dessus des diptères en termes de nombre d'espèces. Et puis, les lépidoptères, les papillons. Donc on a en France à peu près 250 espèces de papillons de jour, mais on a 5000 espèces de papillons de nuit qui, pour une bonne partie, viennent se nourrir dans les fleurs, se nourrir de nectar et donc pollinisent. On les oublie assez souvent, notamment quand on fait des arrêtés pour protéger l'abeille et ne pas mettre de pesticides en journée, on le met la nuit. Manque de bol, il y en a d'autres. Alors, juste pour je vous ai donné des nombres d'espèces. Je vais vous parler rapidement d'un autre programme de sciences participatives qu'on met en place au muséum, qui s'appelle le SPIPOL, pour suivi photographique des insectes pollinisateurs. Donc c'est un programme qui ne demande pas de compétences particulières en entomologie. C'est un programme assez simple où on choisit une plante en fleurs, où on veut, quand on veut, et puis pendant 20 minutes, on photographie tous les insectes qui viennent butiner notre plante. Et puis après, on trie nos photos, on garde une photo par ce qui nous semble être une espèce, un insecte qui est différent des autres. Et puis, on a des outils pour aider à mettre des noms sur ces pollinisateurs. Donc, depuis 2010, il y a 70 000 sessions de 20 minutes qui ont été effectuées. Donc, ça fait plus de 700 000 photos d'insectes, 23 000 heures d'observation si on les met bout à bout. Ça fait plus de 1000 jours, des journées de 24 heures. Hein, ces 24 heures, on regarde la nuit aussi. Donc tout ça pour dire qu'on a beaucoup de données, beaucoup de photos qui ont été prises avec des protocoles quand même un petit peu standardisés. Et donc je vous disais 70 000 sessions de 20 minutes avec 700 000 insectes photographiés. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on a 10 espèces différentes. Quand on se met devant une fleur, on photographie 10 espèces différentes. Okay, donc c'est une grosse moyenne. Hein. Si on prend cette moyenne, vous en avez un tiers, enfin, sur ces 10 insectes, vous avez un tiers, ce sont des hyménoptères. Donc vous voyez, grosso modo, 3 espèces d'hyménoptères. Vous voyez aussi 3 espèces de diptères. Vous voyez une espèce de papillon, une espèce de coléoptère, et puis après, d'autres insectes dont je n'ai pas parlé, quelques hémiptères, donc des punaises, vous avez quelques araignées, et puis, comme sur des photos, on n'arrive pas forcément à bien identifier, la dernière part du camembert, c'est on ne sait pas trop ce que c'était. Sur les 3 espèces d'hyménoptères que vous voyez 2 espèces d'abeilles sauvages. Et la troisième, c'est avec une chance sur 3, une troisième espèce d'abeille sauvage, ou alors une guêpe, ou alors une abeille domestique. Donc c'est pour vous donner un peu la part de l'abeille domestique par rapport au reste des pollinisateurs quand on regarde toutes les espèces de plantes sur toute la France. Ça ne veut pas dire que les abeilles ne jouent pas un rôle extrêmement important sur certaines espèces, dans certains cas, pas du tout. Mais il ne faut pas oublier le reste. C'est clairement pas anecdotique. Alors, le déclin des pollinisateurs. Je vais vous présenter juste une étude, mais qui, pour moi, est vraiment très, très parlante. C'est une étude qui a été faite en Allemagne, où pendant une trentaine d'années, une association d'entomologistes ont posé ce qui s'appelle des pièges malaises, des tentes malaises, dans différentes petites réserves naturelles d'Allemagne. Donc vous avez la photo du bas, c'est un piège malaise. C'est une tente, en fait, blanche comme ça. Et au milieu de la tente,
il y a un voile noir qui descend et qui va au sol. Vous voyez la zone noire. Et en fait, c'est un piège à interception pour tous les insectes volants. Les insectes volent, se cognent contre le voile noir. Quand ils se cognent comme ça, le réflexe des insectes, c'est de monter. Ça monte dans la tente. Vous voyez qu'elle est pentue. Donc ça monte, ça va vraiment au sommet. Et puis là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais il y a une petite bouteille d'alcool. Et hop, ça tombe dans la bouteille d'alcool et ça récupère l'insecte. Donc, ils ont fait ça pendant 20 ans, dans une trentaine de sites en Allemagne, dans des réserves naturelles. Ils ont récupéré énormément d'insectes morts noyés dans l'alcool. Alors, on peut les identifier, les regarder, etc. Mais ça prend énormément de temps hein, de dépouiller tout ça. Donc, ils ont fait un truc vachement plus simple. Ils ont pesé les insectes qui avaient été pris dans chacune de ces bouteilles. Voilà les résultats. Donc, vous avez, ça a commencé dans les années 90 jusqu'en 2015. Chaque ligne, c'est un site avec différentes dates où ces bouteilles ont été mises et reprises. Il me semble que elles étaient laissées une journée. Et vous voyez que dans les années 90, on était à 10 grammes d'insectes par jour attrapés. En 2015, on est à 2 grammes. Donc c'est à peu près 80%, un peu moins, alors les chiffres c'est un peu moins de 80% de diminution de masse d'insectes en un peu moins d'une trentaine d'années. Donc c'est absolument énorme. Et quand on pense aux insectes qui sont aussi, eux, la source de nourriture des oiseaux, on voit un peu l'ampleur du changement. Donc un déclin des insectes, oui, c'est clair. Il y a une autre étude qui a été faite en Angleterre un peu différente, où c'est une étude de sciences participatives, où ils ont regardé les plaques d'immatriculation des voitures. Après une certaine durée de route, on avait des façons de regarder, de compter les impacts, le nombre d'insectes collés. C'est à peu près la même période, et ils arrivent à peu près au même chiffre. Donc ce résultat semble réellement vraiment solide. Alors, des conséquences, on va en parler un petit peu dans le cadre des interactions plantes-pollinisateurs. Donc là, c'est une étude qui a été faite notamment par Emmanuel Porcher avec les données de Vigiflore, donc ce programme de suivi de la flore dont elle vous a parlé. Donc, ils ont des données sur une dizaine d'années. Ils peuvent mesurer si chacune des espèces augmente ou diminue en abondance sur toute la France. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont classé les espèces en fonction de leur dépendance aux pollinisateurs pour se reproduire. Donc d'un côté, vous avez des graminées qui sont pollinisées par le vent, pas besoin des pollinisateurs. Et puis de l'autre, vous avez des plantes qui ont besoin des pollinisateurs pour transporter leurs grains de pollen, féconder, se faire féconder, produire des graines et donc se reproduire. Et les résultats sont ici. Donc vous avez en horizontal ce qui s'appelle le syndrome de pollinisation animale. Donc à droite, vous avez chaque point, c'est une espèce. À droite, vous avez les espèces qui dépendent des pollinisateurs. À gauche, les espèces qui ne dépendent pas des pollinisateurs. Et l'axe vertical, c'est est-ce que les espèces déclinent ou augmentent. Et alors, vous ne voyez pas très bien, mais à peu près horizontal, il y a une ligne noire, c'est 0. C'est-à-dire que les points qui sont à ce niveau-là, les espèces ne bougent pas. Et puis, vous voyez que les espèces qui ne dépendent pas des pollinisateurs, à gauche, elles ont plutôt des points au-dessus. Donc, ça veut dire qu'elles sont plutôt des espèces qui augmentent en quantité, qui ont des populations qui augmentent en taille. Et les espèces qui dépendent des pollinisateurs, c'est les points qui sont à droite, et il y a plus de points en dessous de 0 qu'au-dessus de 0. Donc, en moyenne, les espèces qui dépendent des pollinisateurs diminuent, alors que les espèces qui ne dépendent pas des pollinisateurs augmentent. Et ça, c'est juste en 10 ans. C'est des données de plantes en 10 ans. Donc, c'est ce déclin, cet effondrement, on pourrait dire, des pollinisateurs a un effet qui se voit très rapidement sur les plantes sur le territoire français. Alors, ok, première question, les pollinisateurs déclinent et ils déclinent fortement. Deuxième question, à qui la faute? Alors, pour essayer de
comprendre, enfin, essayer d'avoir des idées sur les causes de ce déclin, il faut déjà avoir des données qui remontent dans le temps. Savoir où est-ce qu'il y avait des pollinisateurs, où est-ce qu'ils ont disparu, à quel moment ils ont disparu, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir des données pour remonter dans le temps? Eh bien en fait, il y a une méthode qui est... enfin, on peut se servir d'un travers, je vais dire, des entomologistes. C'est que les entomologistes, depuis toujours, ce qu'ils aiment bien, c'est se balader dans la nature, avec un filet, souvent, d'attraper un truc qui vole, hop, de le mettre dans une boîte, de le tuer et de l'épingler. Et ça, ils le font depuis des dizaines, centaines d'années. Et ils gardent bien précieusement leurs insectes épinglés dans des boîtes. Et donc vous avez ici un spécimen d'entomologiste devant sa boîte. Et vous pouvez voir que sous ces petits insectes qui sont épinglés, il y a une petite étiquette. Et sur cette étiquette, il note le lieu, la date et l'identification de l'espèce. Et donc en allant voir ces étiquettes, on peut savoir que à tel endroit, à telle date, il y avait telle espèce. Et donc ça, si on accumule des données, si on accumule énormément de données, on peut avoir une idée de quelle était la faune qu'il y avait dans le passé. Donc on a eu la chance de pouvoir travailler sur une base de données comme ça, qui est vraiment assez exceptionnelle, qui est sur la faune d'abeilles sauvages de Belgique. Donc on a pu travailler sur donc un peu moins de 180 000 données d'occurrence, donc 180 000 insectes épinglés, qui ont été capturés entre les années 50 et 2016, et qui représentent 205 espèces. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à quel point il y avait plus, ces différentes espèces étaient trouvées plus avant que maintenant, ou alors plus maintenant qu'avant. Donc le graphique est un peu compliqué, mais si on regarde juste la bande noire, la ligne noire, c'est la tendance de population moyennée sur les 205 espèces. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ça diminue à peu près dans les années 80, et puis ça reste stable plus ou moins après. Alors en fait, toutes les espèces ne déclinent pas. Il y a une partie des espèces qui déclinent, mais il y a aussi des espèces qui ont des tendances de population qui restent stables, et on a aussi des espèces qui augmentent, des espèces qui sont plus courantes actuellement qu'avant. Donc on a séparé les espèces en fonction de celles qui diminuent, qui est la courbe violette, qui représente la courbe violette. Donc sur les 205 espèces, il y en avait 125 qui déclinent. Et la courbe violette est la moyenne sur ces 125 espèces. On avait 30 espèces qui restent stables, donc c'est la courbe bleue du milieu, la courbe moyennée sur ces 30 espèces stables. Et puis, on avait 50 espèces qui ont augmenté. Donc c'est la courbe verte du bas là, qui augmente, qui était la moyenne de ces augmentations de ces 50 espèces. Donc là, on a la dynamique de différents groupes d'espèces, des espèces qui sont en train de décliner, des espèces qui sont stables, des espèces qui augmentent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a recherché des informations sur les différentes pressions qu'on suspecte être à l'origine du déclin des insectes en Belgique. Et donc, ces pressions, c'est l'intensité de l'agriculture. Donc ça, comment est-ce qu'on a fait? On a pris une mesure qui est souvent utilisée pour mesurer l'intensification de l'agriculture, c'est le rendement du blé. Et ça, on a des données qui sont là depuis longtemps. C'est la courbe bleue, je crois. Je ne vois pas très bien ici. C'est ça, c'est la courbe bleue. On a aussi l'urbanisation, qui détruit aussi beaucoup d'habitats et qui peut être une cause de la disparition des insectes. Et donc ça, on a aussi des données qui nous donnent les surfaces imperméabilisées depuis les années 50. Donc ça, c'est la courbe bleue, qui est l'augmentation de l'urbanisation en Belgique. Et enfin, on a le climat. Et alors ici, on prend la température moyenne, et c'est la courbe rouge.
On voit qu'elle est à peu près stable jusque dans les années 80, et puis qu'à partir des années 80, ça monte. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de relier ces courbes de pression aux courbes de dynamique de population de nos groupes d'espèces qui déclinent, qui sont stables ou qui diminuent. Et donc, pour essayer de voir si, quand on a une augmentation de l'intensification de l'agriculture, est-ce qu'au même moment, on a une diminution des abeilles ou pas? Est-ce que quand le climat augmente, est-ce qu'on a une diminution ou une augmentation des populations d'abeilles? Donc les résultats, pour ce qui est du climat, ce qu'on voit, alors, c'est que quand la température augmente, on a tendance à avoir une augmentation des populations d'abeilles. Et ça, que ce soit pour les espèces qui ont une tendance générale qui décline, que ce soit pour les espèces qui ont une tendance stable ou les espèces qui sont en augmentation. Donc le réchauffement du climat en Belgique, c'est plutôt favorable aux pollinisateurs. C'est pas très étonnant. Alors pollinisateurs, là, c'est que les abeilles sauvages. C'est pas forcément étonnant parce que les abeilles, de manière générale, c'est plutôt des espèces de climat chaud. Si on avait pris les diptères, qui sont plutôt des espèces de climat froid, on n'aurait sans doute pas eu les mêmes résultats. Mais pour les abeilles, c'est plutôt bénéfique, cette augmentation de température, jusqu'à présent. C'est donc que l'augmentation passée. Ensuite, on a l'urbanisation. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour les espèces qui déclinent, quand l'urbanisation augmente, ces espèces déclinent plus. Donc, on a un effet de l'urbanisation sur le déclin des abeilles en Belgique. Et ça, on l'observe que pour les espèces qui déclinent. L'urbanisation n'a pas d'effet sur les espèces qui augmentent, n'a pas d'effet sur les espèces qui sont stables. Et enfin, on a l'agriculture, où là, on a une relation comme celle de l'urbanisation, mais beaucoup plus forte, où on voit que quand l'intensification de l'agriculture augmente, les populations d'abeilles qui sont en déclin déclinent d'autant plus. Et quelque chose qu'on peut voir aussi, c'est que sur la gauche du schéma, vous voyez qu'on a des endroits où les valeurs sont négatives pour l'agriculture. Ça veut dire qu'il y a des moments où l'intensification de l'agriculture commence à baisser. On devient de moins en moins intensif, et ça a tendance à faire que les populations qui déclinent moins. Donc on a vraiment quelque chose qui semble relié. Et si on regarde juste pour revenir à la courbe, l'intensification de l'agriculture, elle augmente tout le temps, sauf extrêmement récemment. Et les populations d'abeilles, elles déclinent quasiment tout le temps, sauf extrêmement récemment, où il y a un petit regain. Alors, cet effet positif de l'augmentation de la température sur les populations d'abeilles, il faut le tempérer un petit peu. Je vous disais, on n'attend pas ça pour les diptères, mais ils sont beaucoup moins étudiés, donc il n'y a pas vraiment de résultats là-dessus. Par contre, les bourdons, qui sont des abeilles, mais adaptées au climat froid, eux, il y a pas mal d'études qui relient l'augmentation de la température au déclin des bourdons. Donc c'est vraiment cet effet positif de l'augmentation de la température sur les abeilles belges, ça concerne une partie des abeilles, c'est pas l'ensemble des abeilles. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le déclin passé des pollinisateurs, dans le cas des abeilles en Belgique, ce qui doit être à peu près représentatif de ce qui se passe en France, est principalement relié à l'intensification de l'agriculture. Alors, quel futur? Alors, pour parler du futur, je vais revenir un tout petit peu sur le côté communauté plantes pollinisateurs et comment ça se passe quand on considère cette diversité de plantes, cette diversité de pollinisateurs qui pollinisent qui. Et en fait, sur la pollinisation, on a cette idée depuis longtemps, et ici je vous ai mis un livre de Darwin sur les orchidées. On a cette idée que ces relations sont très spécialistes.
Et pour illustrer ça, vous avez sur l'illustration là une orchidée qui a été décrite par Darwin à Madagascar, et vous voyez qu'elle a un long éperon vert qui sort de la fleur, et le nectar est produit au bout de cet éperon. Et donc Darwin décrit cette orchidée et dit, mais cet éperon, il est long de 30 cm de long, donc il doit exister un pollinisateur qui a des pièces buccales adaptées pour pouvoir venir chercher ce nectar et polliniser cette orchidée. Mais il ne la trouve pas. Quelques années plus tard, une autre expédition de naturalistes, mais sans Darwin, trouve le pollinisateur en question à Madagascar, et effectivement, il a une trompe de 30 cm de long, et il y a quelques années, on a eu la première photo de ce papillon en train de polliniser cette orchidée. Donc on a cette idée vraiment d'une adéquation parfaite, très spécialisée, entre une espèce de pollinisateur et la plante qu'il pollinise. Donc cette idée, si on repense à ces communautés de plantes, ces communautés de pollinisateurs, si on est sur cette idée de très forte spécialisation, à chaque plante correspond son pollinisateur. En fait, cette idée-là, elle a été remise en question dans les années 90, où on s'est rendu compte que en fait, les interactions plantes-pollinisateurs étaient beaucoup plus généralistes. Il y avait énormément de pollinisateurs qui visitent beaucoup de fleurs qui sont visitées par beaucoup de pollinisateurs différents, et donc on est beaucoup plus dans quelque chose où on a un réseau d'interaction entre plantes et pollinisateurs. Alors, ces réseaux d'interaction, il faut les voir aussi dans le temps, ou en tout cas, du moins, dans la saison. C'est-à-dire qu'on a des plantes qui fleurissent au printemps, des plantes qui fleurissent en été, et puis des plantes qui fleurissent en automne. Et puis, de la même manière, pour ces pollinisateurs, on a des pollinisateurs qui sont actifs au printemps, en été, ou bien à l'automne. Donc il y a une histoire de synchronie entre la présence des pollinisateurs, ce qu'ils sont capables de polliniser, et la floraison des plantes. Donc Emmanuel Porcher a pas mal parlé de ces changements de phénologie, de déplacement qui peuvent arriver, de périodes de floraison ou de périodes de débourrement des feuilles, par exemple. Et ce genre de changement de phénologie, ils ont été mis en évidence pour un grand nombre d'espèces, mais principalement pour les plantes. Vous les avez ici en vert. Donc les barres qui vont vers le bas montrent que la phénologie de ces espèces s'est avancée au cours du temps. C'est-à-dire qu'elles deviennent actives ou elles fleurissent plus tôt dans la saison. Donc ça, c'est une synthèse qui avait été faite dans les années 2000. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a des données sur ces changements de phénologie d'espèces, principalement pour des amphibiens, en bleu, pour des oiseaux en jaune, des papillons, on en a pas mal en turquoise, les plantes en vert. Et puis après, vous voyez qu'en termes d'insectes pollinisateurs, il y a les mouches en rouge et il y a une seule barre, une seule espèce de mouche pour laquelle on avait regardé un petit peu ces changements de phénologie. Du coup, avec François, dont je vous ai parlé, on a assemblé une autre base de données à partir de données de collection d'insectes qui étaient épinglés. On a assemblé un peu moins de 20 millions de données d'occurrence, donc d'insectes qui ont été vus à un moment donné, à un endroit donné en Europe, et ça pour un peu plus de 2000 espèces, entre 1960 et 2016. Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Ça nous permet de suivre un petit peu la phénologie, la période de vol de ces insectes. Donc ça, vous avez les données pour une espèce de bourdon. Donc ici, chaque petit point, c'est un insecte qui a été trouvé à un endroit donné, à un moment donné. Donc à l'horizontale, vous avez les années, entre 1960 et 2016. Et en vertical, vous avez le jour de l'année. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que
les courbes descendent légèrement, ce qui veut dire que entre 1960 et 2016, on a tendance à trouver cette espèce de bourdon plus tôt dans la saison. Donc ça, on l'a fait pour nos 2000 espèces, pour essayer de voir comment elles se déplaçaient, à quelle vitesse elles se déplaçaient, mais elles se déplacent dans la saison, et à quel point elles arrivent plus tôt ou pas dans la saison. Donc les résultats, ils sont représentés par ce graphique où vous avez au centre juste les relations de parenté phylogénétique entre les espèces, nos 2000 espèces. Chaque espèce, elle est représentée par une petite barre soit bleue, soit rouge à la périphérie du cercle. La barre est bleue si l'espèce avance sa phénologie au cours du temps, si elle est présente plus tôt dans la saison. Elle est rouge si cette espèce est présente plus tard dans la saison au cours du temps. Et vous avez donc les différents groupes sur lesquels on a travaillé, les mouches en bleu, beaucoup de papillons en violet, parce qu'il y a énormément de données en fait, sur les papillons, les hyménoptères en vert, les coléoptères en rouge. Et donc si on fait la moyenne de tout ça, ce qu'on voit, c'est que depuis 1960, les insectes sont présents en moyenne 5,8 jours plus tôt dans la saison actuellement que dans les années 60. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a quand même les barres bleues et les barres rouges vous disent si ça avance ou si ça diminue, et puis elles sont plus ou moins grandes en fonction de à quel point ça avance ou ça diminue. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a pas mal de différences entre les espèces. Il y a des espèces qui avancent beaucoup, il y a des espèces qui reculent, il y a des espèces qui reculent pas beaucoup, des espèces qui reculent beaucoup. Il y a pas mal d'hétérogénéité de réponses entre les espèces. Mais on a, grosso modo, 56% des espèces qui sont présentes plus tôt, 31% des espèces qui ne changent pas vraiment de période d'activité, et 13% des espèces pour lesquelles on les retrouve plus tardivement dans la saison. Alors, ces changements de phénologie entre espèces, ils ne sont pas répartis complètement aléatoirement, c'est-à-dire que on trouve en fait les espèces qui avancent le plus leur phénologie sont des espèces de printemps. Les espèces d'automne, elles, ont tendance à ne pas vraiment bouger leur phénologie. Ces différences de changement de phénologie, ils sont aussi répartis dans l'espace. C'est-à-dire que les espèces du sud de l'Europe ont tendance à plus avancer leur phénologie que les espèces du nord. De même, les espèces de l'ouest ont tendance à plus avancer leur phénologie que les espèces de l'est. Donc on voit que toutes les espèces ne répondent pas pareil, qu'à un endroit donné, les espèces de printemps, elles avancent plus que les autres, et puis que dans l'espace, les changements ne sont pas pareils. Alors on a essayé de voir un peu ce que ça a, essayé de synthétiser un peu tous ces changements qui vont un peu dans tous les sens entre ces espèces. Et ce qu'on a regardé, c'est à quel point, avec ces changements, entre 1960 et actuellement, 2016, à quel point, si on regarde la période d'activité de toutes les espèces qui sont présentes à un endroit donné avant et après, qu'est-ce que ça change sur le recouvrement de phénologie entre les espèces? À quel point les espèces sont actives en même temps ou pas en même temps. Donc vous avez ici l'exemple de deux espèces en haut avec leur phénologie, leur courbe d'activité au cours de l'année, et vous voyez qu'elles se chevauchent au milieu en partie. En bas, c'est après le changement, enfin c'est actuellement, donc une fois que le changement climatique a eu lieu ou a commencé à avoir lieu et que ces espèces ont changé leur période d'activité, l'espèce de début de saison a avancé beaucoup, l'espèce de fin de saison a peu avancé, et donc on se retrouve pour ces deux espèces à un chevauchement moins grand dans leur période d'activité. Donc ça, on l'a calculé pour toutes les espèces sur toute l'Europe, et les résultats qu'on a obtenus, pour tous les carrés qui sont rouges,
Ça veut dire qu'en moyenne, il y a moins de chevauchement entre les espèces, quand on assemble tous ces changements, les espèces qui reculent, qui avancent, etc. Il y a moins de chevauchement entre les espèces dans toutes les cases qui sont rouges, et dans les cases qui sont bleues, on a plus de chevauchement entre les espèces. Et ça, quelles peuvent être les conséquences de ça? C'est pas évident de savoir, mais on peut imaginer deux conséquences. D'une part, avec moins de chevauchement des périodes d'activité des espèces, ça veut dire qu'à tout moment de la saison, on a moins d'espèces de pollinisateurs qui sont actives en même temps. Donc ça veut dire, a priori, on pourrait s'attendre à une moins grande disponibilité des pollinisateurs pour polliniser les plantes. Donc une moins bonne pollinisation des plantes, moins de plantes, ensuite moins de pollinisateurs, moins de ressources, les plantes se reproduisent moins bien, donc moins de ressources pour les pollinisateurs, donc moins de pollinisateurs, moins de plantes, et un espèce de cercle vicieux comme ça. Mais une autre façon d'interpréter ces résultats, c'est que des pollinisateurs qui ne sont pas actifs en même temps sont des pollinisateurs qui ne vont pas être en compétition pour les ressources. Ils vont être tout seuls pour exploiter les ressources, ce qui pourrait avoir un effet positif pour les pollinisateurs. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il n'y a pas vraiment de moyen de savoir actuellement laquelle de ces deux hypothèses est la bonne. C'est sans doute un mélange des deux. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça modifie, ces changements de phénologie modifient complètement l'organisation de ces réseaux de pollinisation, qui peut interagir avec qui, quand, et avec des conséquences donc pour la qualité de la pollinisation, mais aussi potentiellement des effets positifs, sur les pollinisateurs, comme par exemple avec cette baisse de compétition. Alors, ce que je peux dire du coup, c'est que le réchauffement climatique actuel, ce qu'on voit, c'est qu'il engendre un réarrangement profond des réseaux plantes-pollinisateurs, des réseaux d'interaction plantes-pollinisateurs, et que ce réarrangement des interactions plantes-pollinisateurs, pour l'instant, les conséquences de ça, c'est extrêmement difficile d'y répondre. Donc, ce qu'on sait, c'est que, pour terminer, vous aviez peut-être vu ce petit graphique, ce petit dessin, pardon, qui avait été fait par, je crois, un dessinateur japonais au moment de la crise du Covid. Et ce dessin, il a été énormément repris dans plein de situations. Et en fait, je trouve que on en est un peu là. C'est-à-dire que on pourrait dire que les deux premières vagues, vous avez l'intensification de l'agriculture, l'urbanisation, qui ont affaibli ces communautés de pollinisateurs, qui les ont fait décliner, que maintenant, le changement climatique arrive, donc les conséquences du changement climatique ne sont pas encore là, mais elles vont s'appliquer sur des communautés de plantes et de pollinisateurs qui sont déjà fragilisées par des perturbations qui ont eu lieu, l'urbanisation, l'intensification de l'agriculture, et que les conséquences de ce changement climatique sur ces communautés plantes-pollinisateurs, on ne sait pas encore, mais pas sûr que ce soit très réjouissant. Et avec ça, je vais terminer avec une photo plus sympathique et vous remercier de votre attention. Petite question. Les interactions ne vous intéressent pas? Moi, j'avais une question autour de l'abeille, la nôtre. Est-ce que c'est une si bonne pollinisatrice que ça? Ma question, je vais un peu l'argumenter parce que ça paraît choquant. Quand il y a une vingtaine d'années, on a dit l'abeille domestique fait tout le boulot.
Après, on a dit, oh ben, comme elle ne va pas sur toutes les fleurs parce qu'elle a des gros besoins, elle fait 50% du boulot. Et puis elle a un autre défaut, notre abeille, enfin, vu du côté de la fleur et de la pollinisation, c'est que très vite, elle se peigne, elle se brosse, elle colle les grains de pollen pour en faire des jolies pelotes qu'elle va ramener à la ruche. Et ça, c'est important pour nourrir les petiots. Mais est-ce qu'au bout du compte, comparé à tous ces grands groupes, ces 4 grands groupes de pollinisateurs, est-ce qu'on sait à peu près le poids que... Parce que les abeilles, des abeilles de nos ruches, ça fait une grosse population d'insectes, d'abeilles. Ça fait une grosse population d'abeilles. Est-ce qu'on sait quel est le poids relatif abeille ou... Voilà. Alors, c'est une question qui est vraiment pas facile. Alors, si on... Ce qu'on peut dire... Parce que c'est pas facile de mesurer l'efficacité de la pollinisation. Et puis, s'il faut le faire pour tous les couples insectes-plantes, là, le travail est absolument colossal. Donc, ce qu'on peut dire, là où il y a des données qui sont quand même pas mal, c'est sur les plantes cultivées. Où il y a eu des études assez solides se posant ce genre de questions. Et ce qu'on voit, c'est que selon les estimations, l'abeille domestique est à peu près, enfin ça dépend après des quantités d'abeilles domestiques qu'il y a, mais est à peu près à égalité avec les abeilles sauvages. Et sans doute à peu près à égalité aussi, donc ça fait un tiers, avec les insectes les immunoptères, les non-immunoptères. Donc mais c'est des grosses moyennes à l'échelle c'est des études qui ont regroupé différentes études à l'échelle du globe, mais c'est à peu près ce qu'il y a. Après, donc ça c'est sur les espèces cultivées qui sont sans doute assez appréciées de l'abeille domestique parce que elles sont cultivées de façon assez serrée, donc ça fait des patchs de ressources assez importants. Si on parle de la flore sauvage, je pense que le rôle de l'abeille domestique est moins important, beaucoup moins important. Ouais. J'ai une petite question. Vous avez introduit votre propos en disant que les insectes étaient un peu mal aimés, voire carrément ignorés. Il me semble qu'historiquement, l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, a 2 piliers, le pilier animal, le pilier végétal. Je sais que l'UICN n'est pas aveugle concernant les insectes, puisqu'il a des partenariats avec l'OPI, avec vous-même au muséum. Néanmoins, j'ai jamais entendu parler d'insectes protégés. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il existe un statut pour les insectes ou est-ce que notre civilisation les a complètement oubliés? Si, il y a pas mal de choses, notamment effectivement sur les papillons. Le statut de protection alors il y a une liste rouge des abeilles au niveau européen qui a été sortie, mais assez récemment en fait, ça doit être 2015 ou enfin par là. Actuellement, on est en train de travailler sur l'établissement d'une liste rouge des abeilles de France. Donc c'est des travaux en fait assez récents et en partie dû à la difficulté d'accéder aux données, parce que pour établir une liste rouge, il faut avoir des données sur la présence des différentes espèces, ce qui est pas toujours très facile. Les entomologistes, quelquefois, sont assez avares de leurs données. Oui. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on peut calculer le nombre de fleurs dans un espace donné à un moment donné? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on a une idée de l'entrée des protéines par le pollen dans l'espace vivant? Alors, le nombre de fleurs à un endroit donné, donc ça, oui, ça peut se faire. Emmanuel Porcher a parlé notamment des travaux de Mathilde Baude qui avait quantifié la production de ressources à l'échelle de l'Angleterre.
Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits où on a des données sur le recouvrement des espèces, à quel point les espèces sont présentes ou pas. Ensuite, on a des données sur, pour 1 mètre carré de cette espèce, combien ça produit de fleurs. Et puis ensuite, pour une fleur, combien de millilitres de pollen, combien de milligrammes de... Et voilà, après, on fait des grandes multiplications. Donc ça, c'est possible. Et après, l'entrée des protéines dans la chaîne alimentaire par le pollen, je sais, j'ai pas d'idée très très précise. C'est très important donc pour les abeilles parce que leurs larves sont abeilles, j'entends domestiques et sauvages, hein, parce que leurs larves sont donc se nourrissent de pollen. Mais par exemple, les guêpes qu'on ne pense pas être pollinisatrices, mais qui vont quand même assez souvent butiner, elles, leur source de protéines, c'est des proies. Donc c'est pas forcément le pollen est pas une source de protéines principale. Chez les diptères, il y a quelques diptères qui se nourrissent un peu de pollen, mais là aussi, assez souvent, les larves vont se nourrir par exemple de pucerons, donc les sources de protéines sont autres. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'insectes que ça qui se nourrissent de pollen. Une dernière question. Oui, j'avais une question parce qu'on voit vraiment à court terme hein, l'impact de l'agriculture sur les pollinisateurs. Et j'avais une question sur le fait que, en dehors on va dire des insecticides hein, qu'on épanche, est-ce qu'on a aussi une sorte de recul sur presque la perte de biodiversité alimentaire et les impacts que ça peut produire chez les différents insectes? Parce on sait très bien qu'on a besoin d'une biodiversité générale pour le vivant, mais aussi on voit biodiversité sur l'ADN. Et du coup, est-ce que cette biodiversité alimentaire aussi a un impact assez important, selon vous, sur peut-être la santé et peut-être la durée de vie des différents insectes? Donc les effets de l'intensification agricole, donc effectivement, on pense très rapidement aux pesticides, et je pense à raison. Mais en fait, l'intensification agricole, ça va aussi avec pas mal de destruction d'habitats. Donc les champs sont de plus en plus grands, les haies sont enlevées, et donc ça enlève des ressources, des fleurs, des bords de champs. Ou les nids même. Pardon ? Les nids. Et les nids, enfin les zones de nidification pour les abeilles terricoles. Donc cette intensification de l'agriculture, c'est pas que les pesticides. Dedans, il y a une bonne partie de destruction des habitats. Je ne sais pas si je réponds tout à fait. Je ne suis pas sûr. Oui, non, mais après c'était aussi le fait que je pense que c'est aussi un appauvrissement, nutritionnel pour peut-être elle aussi en dehors des habitats, c'est que oui, ça, tout à fait. Enfin, la diversité des plantes diminue dans ces paysages-là, mais ce qui va aussi avec la destruction des habitats, plus d'habitats pour les plantes, donc plus de ressources alimentaires diversifiées pour les pollinisateurs, ça c'est sûr, ouais. Colin, merci beaucoup. Très intéressant. Bravo.